Bon, ben on arrive à la fin. Merci à toutes celles et tous ceux, tant du côté des orateurs, des oratrices, que des participants, que des interprètes, que tous ceux qui ont participé à la réussite de cette conférence. Merci donc à tous ceux et toutes celles qui ont convergé dans cette salle et qui ont bien compris que si on se réunit comme assemblée sur la dette, citoyenne européenne sur la dette, c'est pas parce qu'on considère que la dette est l'unique problème ou la question qui doit être absolument résolue prioritairement à d'autres, c'est parce que ceux qui sont ici considèrent que c'est un élément d'une bataille d'ensemble. Mais que si on ne résout pas et si on ne prend pas à bras le corps le problème de la dette, on ne trouvera pas de véritable solution, notamment dans toute expérience populaire, toute expérience de gouvernement populaire accédant donc à une partie du pouvoir d'État, il ne pourra pas sortir du modèle néolibéral et de l'austérité s'il ne répond pas notamment à la question de la dette. Et ce serait dommage de dire non, c'est d'abord à la question fiscale plutôt qu'à la question de la dette. Mais c'est à ces différentes questions qu'il faut répondre, évidemment. Il faut prendre, si on arrive à porter sous la pression populaire, via les urnes, une force politique ou des forces politiques pour résoudre les problèmes d'une société en rompant avec les orientations qui étaient prises avant, il faut à la fois des mesures d'ordre fiscal, et pas simplement pour prendre aux riches un maximum pour remettre dans les caisses de l'État, mais en réduisant aussi de manière drastique les taxes injustes et les impôts injustes qui portent sur la majorité de la population. Il faut des mesures fiscales, il faut des mesures au niveau de la dette, il faut des mesures au niveau de la banque, il faut des mesures en termes de monnaie complémentaire, surtout si on est dans le cadre de l'euro, mais pas simplement si on est dans le cadre de l'euro. Il faut évidemment abroger toute une série de mesures. Et donc, une assemblée citoyenne européenne sur la dette, c'est pas pour constituer une sorte de contingent qui, dans tous les débats, va venir avec le thème de la dette. C'est pour réfléchir entre nous, entre toutes les organisations et mouvements qui participent au mouvement de dette, dans le cadre d'un mouvement d'ensemble, comment renforcer ce mouvement de dette. Et c'est ce qui était demandé à tous les participants et à toutes les personnes qui prenaient la parole ici, et que je remercie pour avoir essayé d'intervenir dans ce sens-là. Alors pour repartir du matin, il y a une chose frappante. Ce matin, ont pris la parole toute une série de représentants d'initiatives citoyennes concrètes sur la dette. Alors il y a une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que le mouvement d'audit citoyen de la dette, il est tout nouveau. Si vous avez suivi ce qui a été dit ce matin ou que vous vous informez un peu, il a 4 ans ce mouvement. Il est né en 2011. C'est un tout nouveau mouvement. C'est un des plus nouveaux mouvements. Ça ne veut pas dire que c'est le plus important. Évidemment que le mouvement de défense du droit d'asile, de défense des droits de circulation sur la planète, c'est fondamental. Le mouvement pour la réduction du temps de travail, le mouvement pour défendre les services publics, le mouvement pour une autre fiscalité, tout ça, c'est fondamental. C'est plus ancien aussi. Nous, on a un mouvement nouveau qu'il faut consolider. Je donne juste quelques dates. Le mouvement en Grèce, il est né en mars-avril 2011, l'audit citoyen de la dette grecque. Et pour le lancer, nous étions 3000 en mai 2011 dans l'université d'Athènes. Il a ensuite rebondi, ou quasiment simultanément, en Espagne, dans le cadre du mouvement des indignés espagnols de mars-avril-mai 2011, quand une série de commissions économiques de ce mouvement des indignés, notamment la commission économique de la Puerta del Sol à Madrid, a commencé à se poser la question de la dette et de la remise en cause de la légitimité de la dette et à recourir à la question de l'audit citoyen. Puis il a débarqué
Au Portugal, on a commencé à avoir un débat au Portugal au mois de juin 2011 et a été créée l'initiative pour un audit citoyen de la dette au Portugal en décembre 2011. Puis il a rebondi en France quand Attac et CADTM en France se sont concertés avec toute une série de mouvements pour lancer le collectif d'audit citoyen en France en septembre 2011. Et ça a pris un peu plus de temps en Belgique où on a seulement démarré, comme l'a expliqué Aïcha ce matin, en février 2013. Bon, donc c'est un nouveau mouvement. C'est un nouveau mouvement qui rencontre des problèmes. Qui rencontre des problèmes dès le début. Une série de forces politiques radicales disent « Pourquoi auditer la dette ? La dette, il faut l'annuler. L'auditer, c'est une forme de légitimation de la dette. » Et du coup, ces gens-là se barrent et disent « Nous, on ne soutient pas une initiative d'audit citoyen. » En Grèce, la majorité de la gauche a décidé de ne pas soutenir l'audit citoyen de la dette. Il y avait des forces de militantes de certaines organisations de gauche, mais la plupart étaient des individus ou des organisations citoyennes se mobilisant sur la question de la dette, sans avoir le soutien d'organisations politiques. Et dans tous les pays, on a eu ce genre de problème. Donc on n'est pas nécessairement bien accueillis. On n'est pas du tout bien accueillis par les gouvernements. Ça c'est certain. Ils ne veulent pas, comme l'a dit Zoé, alors qu'il y a un règlement européen depuis mai 2013 qui enjoint aux États sous assistance financière d'auditer leurs dettes, il n'y en a aucun gouvernement n'a décidé de le faire. Il y a la présidente du Parlement grec qui a décidé de le faire dans la prolongation de l'audit citoyen de la dette, et elle a réussi à avoir le soutien du gouvernement à un moment donné, mais qui n'a pas finalement décidé d'utiliser l'arme de l'audit. Et pour moi, une des leçons fondamentales de ce qui s'est passé en Grèce, c'est que le mouvement d'audit citoyen qui avait très bien démarré en 2011 ne s'est pas suffisamment renforcé, n'a pas maintenu et n'a pas créé la pression qu'il fallait créer sur notamment différentes forces politiques, pas simplement Syriza, d'autres aussi, pour dire, en cas d'accession au gouvernement, c'est une obligation de passer par l'audit. C'était dans le programme de Syriza de mai-juin 2012. C'était encore dans le programme de Thessalonique de 2014, mais en 2012, c'était avec force. Je rappelle, ou bien j'apprends peut-être à une série de gens, entre les élections de mai 2012, premier tour, où Syriza fait 24%, et les élections de juin 2012, où Syriza fait 26% et demi, passant de 4% que Syriza avait en 2009, aux élections de 2009, entre les deux tours, comme Syriza était devenu le deuxième parti le plus voté, et que Nouvelle Démocratie, qui était devenu le premier parti, n'avait pas réussi à constituer un gouvernement, selon les lois grecques, le deuxième parti a 3 jours, si le premier n'a pas réussi à constituer un gouvernement, pour constituer un gouvernement. Et Alexis Tsipras, pour Syriza, a dit « Je mets 5 points de mon programme de 40 points en avant comme condition pour constituer un gouvernement de coalition. 1. Abroger les mesures d'austérité prises et imposées par la Troïka. 2. Réaliser l'audit de la dette avec suspension du paiement de la dette tant que la reprise économique n'aura pas été recréée. 3. Résolution du problème bancaire et dans le sens de la socialisation des banques. 4. Des mesures fiscales. Et 5. La levée de l'immunité parlementaire d'une série de parlementaires qui, étant passés par les gouvernements précédents, étaient mêlés à des affaires criminelles de corruption. C'était les 5 points principaux. Il n'y a pas eu suffisamment du côté d'en bas des citoyens mobilisés la pression sur Syriza pour dire ça doit être respecté. Et en 2014-2015, ce n'était plus autant la priorité que celle qui avait été avancée entre mai et juin. Et donc pour moi, ça me renforce, ça devrait nous renforcer dans l'idée, il faut consacrer de l'énergie à renforcer les initiatives d'audit citoyen. Ce que j'ai appris
de l'Équateur. Vous savez peut-être que j'ai participé à la commission d'audit équatorienne constituée par le gouvernement équatorien en juillet 2007. Nous avons travaillé à partir de juillet 2007 pendant 14 mois et sur la base de nos conclusions, le gouvernement a suspendu le paiement d'une partie de la dette et a imposé une défaite aux créanciers qui a permis de faire économiser à l'État 7 000 millions de dollars qui ont été réinvestis dans des dépenses sociales. C'était une victoire totale de l'Équateur par rapport à une suspension partielle. Mais ce n'est pas tombé du ciel. On avait construit une campagne depuis 2000, depuis l'année 2000. Donc on avait 6 ans de bataille pour démontrer à la population que la question de la dette, dans le cas équatorien, était centrale. On a commencé par une chose très concrète, de dire un pays comme la Norvège réclame à l'Équateur une dette qui a servi à acheter 5 bateaux de pêche. Que sont devenus les 5 bateaux de pêche équatoriens livrés par la Norvège? Ils étaient transformés en bateaux pour transformer des bananes d'un magna de la banane. Vous savez que c'est une des principales exportations de l'Équateur. On a commencé comme ça. Mais dans ce mouvement, qui y avait-il? Il y avait Ricardo Patiño, qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, il y avait Rafael Correa. C'est-à-dire que dans les gens qui ont participé avec nous dans l'initiative d'audit citoyen, sont devenus après des gens qui ont occupé des postes de gouvernement. Et donc qui avaient un engagement réel à résoudre le problème de la dette s'ils passaient au gouvernement. Et au moins, il faut leur reconnaître que sur cette question-là, ils ont été cohérents et ils ont été courageux. Et ils ont posé, à partir du gouvernement, un premier acte unilatéral, lancer une commission d'audit, que les créanciers ne voulaient pas et que la communauté internationale ne voulait pas. Et deuxième acte, sur la base des résultats de la commission d'audit, suspendre, sans demander à personne le droit de le faire, le paiement de la dette. Dans une situation en plus incroyable, l'Équateur avait de quoi rembourser la dette. Et donc c'était particulièrement scandaleux que l'Équateur, pour les créanciers, dise « Moi, j'arrête de rembourser une dette que j'ai identifiée comme illégitime, alors que j'ai de l'argent du pétrole. Mais l'argent des recettes du pétrole, moi, je veux que ça serve au peuple et pas à rembourser des créanciers illégitimes. » Si on a réussi ça en Équateur, c'est parce qu'un rapport de force avait été construit à partir d'en bas sur les forces politiques qui se sont propulsées au pouvoir. Correa, au départ, n'avait même pas de formation politique en 2000, 2001, 2002, 2003. C'est une leçon que je voudrais nous transférer, assimiler cela, faire en sorte que Podemos, s'il fait partie d'un gouvernement, il ne puisse pas lâcher sur la question de la dette au nom de la réelle politique, qu'il soit sous la pression des citoyens espagnols, que le mouvement des indignés ne lâche pas cette question. Et justement, si le mouvement des indignés, si la plateforme d'audit citoyen de la dette en Espagne ne retrouve pas la force, la dynamique qu'elle a eue en 2011-2012, à une vitesse très grande, des dirigeants de Podemos peuvent très bien dire, finalement, ce n'est pas une question centrale. Parce que ce que des dirigeants de Podemos voudraient pouvoir dire à la population espagnole sous l'agression des médias espagnols qui disent « Ah là là, s'ils arrivent au gouvernement, ça va être aussi mauvais qu'en Grèce », une série de dirigeants de Podemos essaient de contourner la question en disant « Mais l'Espagne n'a pas un vrai problème de remboursement de la dette, elle se finance sans problème sur les marchés, tandis que la Grèce n'a plus accès aux marchés financiers, et donc en Espagne, ce n'est pas le même problème. » Si le mouvement citoyen, si les mouvements sociaux lâchent sur la question de la dette en Espagne, on va avoir une autre expérience absolument de déception. Donc il faut reprendre de l'énergie. Je pense qu'il y avait un thème qui manquait aujourd'hui. Le problème des dettes privées illégitimes. C'est un peu normal. En Belgique ou en France, ce n'est pas un thème central. Mais en Espagne, si vous ne parlez pas de la dette hypothécaire illégitime réclamée à des centaines de milliers de familles espagnoles, dont 300 000 d'entre elles ont été expulsées de leur logement par les banques qui
prétextant de la loi espagnole qui permet l'expulsion des gens qui sont en problème de remboursement de la dette, si vous ne parlez pas des dettes privées illégitimes en Espagne, ou en Irlande, ou en Islande, et que vous ne parlez que de l'illégitimité de la dette publique, vous ne faites pas correctement le boulot. Parce que comment voulez-vous que des gens qui sont humiliés, comme familles privées endettées, humiliées par la banque, jetées en dehors du logement, et qui ont encore une dette à payer, et qu'on force à payer, comment est-ce qu'ils vont dire, on va se mobiliser tous ensemble pour qu'on arrête de payer la dette publique de l'État. Si eux, ils ont accepté, parce qu'ils ont été défaits dans leur combat personnel, parce qu'il n'y avait pas un mouvement de résistance suffisamment fort, s'il n'y a pas un renforcement d'un mouvement important qui existe en Espagne, qui est la défense face aux expulsions décrétées par les banques qui s'amènent avec des huissiers et des policiers et qui expulsent des familles. Plus de 300 000 familles espagnoles, je le répète. Donc il faut intégrer ça. Au Royaume-Uni, où la réforme néolibérale a avancé beaucoup plus que sur le continent, si vous ne parlez pas de la dette des étudiants, de la dette illégitime des étudiants, si vous ne faites pas de la dette illégitime des ménages pour la dette hypothécaire aux États-Unis et pour la dette étudiante illégitime aux États-Unis qui représente 1000 milliards de dollars, si vous ne parlez pas de ça, vous ne convaincrez pas les citoyens des États-Unis non plus de se battre sur la question de la dette publique. Il faut donc intégrer cela dans notre démarche. Alors, un autre élément qui me paraît important des leçons à tirer des expériences. Denis Debonnet l'a mentionné, et comme ça, en passant, Bruno Terret, il a lâché une phrase qui m'a beaucoup plu. Il a dit « L'initiative d'une monnaie, ça peut être un acte unilatéral de l'État. » Le terme unilatéral, qui ne nous plaît pas au départ, parce qu'on est en faveur des actions communes, donc on est pour le multilatéralisme, et on connaît l'unilatéralisme des États-Unis qui imposent au reste de la planète leur intérêt. On connaît l'unilatéralisme de l'État d'Israël qui viole je ne sais combien de résolutions et la Charte des Nations Unies et qui opprime le peuple palestinien. Seulement, l'unilatéralisme des opprimés est un droit absolument fondamental. Un gouvernement qui vient au pouvoir avec une légitimité populaire, il a le devoir de résister aux institutions qui imposent le remboursement d'une dette illégitime ou illégale ou insoutenable ou odieuse. Un gouvernement qui accède au pouvoir avec le soutien populaire, il doit pouvoir avoir le courage de poser l'acte unilatéral de la suspension de paiement. On a dit tout à l'heure, de nouveau, Denis Debonnet disait, mais enfin, face à l'argument de dire s'il ne paye pas la dette, ça va être le drame. Il y a un truc qui était mentionné rapidement. La Grèce, en ne suspendant pas le paiement de sa dette à partir de février, a dépensé 7 milliards d'euros pour rembourser ses créanciers. Le plan de lutte contre la crise humanitaire, c'est une dépense de 200 millions d'euros. 200 millions d'euros face à 7 milliards remboursés aux créanciers. On a vidé les caisses de la Grèce entre février et juin pour rembourser les créanciers, qui du coup n'avaient aucune concession à faire. Si vous remboursez un créancier, ce n'est pas son problème, votre dette. C'est si, comme l'adage britannique le dit très bien, si vous avez une dette de 1000 euros à votre banque et que vous ne pouvez pas le rembourser, c'est votre problème. Mais si vous avez une dette de 10 millions, de 100 millions à l'égard de votre banque et que vous suspendez le remboursement, c'est votre banque qui a un problème. Si la Grèce avait, le 20 février, parce que l'Eurogroupe refusait de concéder ce qui était absolument normal de concéder à la Grèce. La Grèce venait de porter au pouvoir un gouvernement qui dit « je veux rompre avec l'austérité », c'était son mandat, et l'Eurogroupe lui dit « votre mandat, j'en ai rien à foutre. Les élections du 25 janvier, je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à cirer. Vous continuez, 1, à rembourser la dette,
2, on prolonge le programme d'austérité, et vous nous faites des propositions pour montrer que vous êtes des bons élèves en respectant l'austérité. Si la Grèce avait inversé la chose et avait dit, après 3 semaines où on a été de bonne volonté, vous ne nous offrez rien. Nous suspendons le paiement et nous appliquons l'article 7 du règlement 472 du 21 mai 2013 qui enjoint à un État de réaliser un audit. Nous faisons un audit, ben, le temps d'auditer la dette, ça va nous prendre un certain nombre de mois, nous suspendons le paiement. Et ça ne préjuge pas du résultat, on verra bien. Si vous commencerez à entendre ce que le peuple grec veut, pas simplement moi, Tsipras ou moi, Varoufakis, mais le peuple grec, et on verra bien justement si vous êtes de bonne foi à notre égard. Ça aurait changé le rapport de force. Ça aurait changé. Et donc ça s'appelle un acte unilatéral de désobéissance. S'il n'y a pas d'actes unilatéraux, dans la logique des créanciers, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Eux, ils ne vont pas bouger d'un pouce. Maintenant, ils peuvent faire des discours. Qu'est-ce qui va se passer avec la Grèce? Vous allez entendre systématiquement des déclarations. Il y a encore une petite déclaration de Draghi d'hier. Oui, peut-être qu'on devrait réduire la dette grecque. Je vous assure, tous les documents en interne chez eux, c'est très clairement, on ne va pas, il n'est pas question de réduire le stock de la dette grecque. Il est question, effectivement, de reporter les maturités, c'est-à-dire les échéances du remboursement. Mais les plus de 300 milliards d'euros, ils vont rester comme dette de la Grèce. Plus de 300 milliards, puisqu'il y a la 86, mais dont une partie sert à rembourser une partie des 320 milliards. Donc ça, on sera dans les 350-380 milliards de dette de la Grèce. Ils ne vont pas toucher au stock. Parce que ça, c'est un instrument clé de domination. C'est, on veut bien discuter avec vous des maturités de remboursement, mais l'épée de Damoclès de ce stock énorme à payer, vous allez devoir le chiquer. Et on ne vous fera pas une concession fondamentale là-dessus. Alors c'est très important quand on veut faire un audit, et vraiment je vous invite à pas simplement dire « Ah c'est bien » et pas simplement le prendre parce qu'il est gratuit et le reprendre dans votre cartable ou attaché caisse, mais prenez-le en anglais, prenez-le en français, ou téléchargez-le si vous ne voulez pas de version papier, c'est gratuit, mais lisez-le, mon Dieu. Lisez ce document. C'est vrai qu'il y a encore moyen de le rendre plus lisible, mais il fait 65 pages. Il vous donne une série d'arguments clés avec des définitions. Nous avons, une des premières choses que nous avons fait en nous mettant à l'audit de la dette, c'était alors qu'on avait 30 personnes différentes, venant avec des formations différentes. On avait des spécialistes en droit international, on avait des économistes, on avait des auditeurs et auditrices de comptes publics, et d'autres, et des délégués de mouvements sociaux, dont certains avaient toutes les qualifications que je viens de mentionner. La première chose qu'on a fait, c'est se mettre d'accord sur des définitions. Parce que s'il fallait identifier une partie de la dette grecque comme illégitime, ou voir ce qui était légitime, etc., il fallait se mettre d'accord sur des définitions. Donc on s'est mis d'accord sur des définitions. Et ces définitions, elles peuvent servir, elles peuvent être transférées dans d'autres expériences. Que l'expérience qu'on a accomplie là, en Grèce, serve à d'autres. Serve en Belgique, serve en France, serve en Espagne, au Portugal. Et qu'on discute s'il faut améliorer, modifier, amender ces définitions. Ce n'est pas une Bible, hein. Pour nous, on s'est mis d'accord là-dessus, mais si certains d'entre vous, ou dans vos mouvements respectifs, nous convainquent qu'il faut modifier des éléments de définition, on sera ouvert à le faire. C'est un processus de construction. Les définitions, c'est aussi en étant confronté à des problèmes qu'on améliore des définitions, etc. Alors, je rassure tout de suite Thomas, j'arrive bien à la fin. Bien sûr, j'ai mentionné une thématique absente, les dettes illégitimes privées. On n'a pas assez, ici dans la salle, de personnes d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. C'est dommage qu'on n'avait pas le Portugal
pour intervenir pour l'initiative d'audit citoyen à un moment crucial où il y a une négociation entre le bloc de gauche, entre le Parti communiste et entre le Parti socialiste pour éventuellement soutenir le PC et le bloc de gauche, un gouvernement minoritaire du PS qui devra faire quelque chose sur la dette, et s'il ne le fait pas, ce sera aussi une déception terrible pour les Portugais. Donc il aurait fallu certainement, et on doit absolument mieux se connecter avec nos amis portugais, mais c'est clair que, comme je l'ai dit au début, résoudre le problème de la dette, c'est une des conditions sine qua non. Ce n'est pas la seule condition sine qua non, une des conditions sine qua non. Mais bien sûr qu'une alternative, et on en avait discuté plusieurs ici, que ce soit Thomas, Bruno, Thérèse, Zoé, moi-même, Miguel et d'autres, on a signé différents textes où il y a de profondes convergences, malgré des différences. Mais où on dit la dette, audit et suspension du paiement de la dette. Résoudre le problème des banques. On peut peut-être avoir des positions un peu différentes là-dessus, mais grosso modo, ça va vers la socialisation des banques, et je vous assure qu'en Grèce, ça passe d'abord par la mise en faillite des banques privées et pour la recréation d'un système bancaire sain en protégeant les dépôts. Le lancement d'une monnaie complémentaire, je crois qu'on a tous écrit des choses pour dire cela, des mesures fiscales très fortes pour faire payer les riches et diminuer le poids fiscal sur les pauvres, évidemment abroger toute une série de mesures. Moi j'ajouterais, il faut aussi se lancer dans un processus constituant. J'ajouterai plusieurs choses. Mais la démarche du processus constituant est fondamentale. Il faut qu'on comprenne dans nos pays qu'il faut à la fois changer les constitutions nationales de nos pays et qu'il faut refonder l'Europe. Ça passe par l'abrogation des traités que nous ne pouvons plus accepter ou que nous n'avons jamais acceptés. Donc la question du processus constituant qui implique une grande participation populaire, les citoyens et les citoyennes doivent redevenir maîtres de la question politique et des choix politiques. Et pour redevenir maître, il faut pouvoir redéfinir les constitutions. Et c'est une des leçons aussi positives qu'on devrait prendre du côté de l'Amérique latine, ces processus constituants très riches en 2009, 2010, 2011, tant au Venezuela qu'en Bolivie et qu'en Équateur, qui ont permis d'ailleurs d'intégrer dans la constitution équatorienne des choses aussi élémentaires mais aussi importantes que l'interdiction totale de socialiser des dettes privées. C'est dans la constitution équatorienne. Comme résultat, un des résultats de notre travail d'audit de la dette, parce que l'audit de la dette est allé en parallèle avec l'élaboration d'une nouvelle constitution au niveau de l'Équateur. Bon, voilà, j'en ai terminé. Je crois que j'ai respecté tout à fait le délai. On avait prévu de terminer à 5h30. On va vous expliquer comment pouvoir se rendre, ceux qui veulent aller, parce qu'il y a différentes activités, mais ceux qui veulent se rendre au meeting politique central, on va vous dire comment s'y rendre. Merci beaucoup pour votre attention et merci pour être là. Et merci aux autres partenaires pour le travail qu'on a fait ensemble.